Bonjour. Alors pour commencer, si j'ai le regard fuyant, c'est pas seulement parce que vous m'intimidez, mais c'est aussi parce que j'ai pris des notes de ce que je vais évoquer, donc je dois les consulter très souvent pour pas perdre le fil. Donc c'est un peu une épreuve pour moi de parler toute seule devant la caméra, mais c'est un message qui me tient à cœur, donc je vais prendre sur moi. Je fais cette vidéo d'abord parce que c'est une sorte d'exutoire, parce qu'on peut pas forcément parler beaucoup au quotidien de cette maladie sans saouler les gens qui nous entourent. Mais aussi parce que les seules personnes que je vois en parler sur internet, notamment sur YouTube, ce sont surtout des spécialistes, des médecins, des psys, etc. Il y a peut-être des témoignages, je suis peut-être passée à côté, ou alors des témoignages qui ne me correspondaient pas forcément. Et voilà, pour moi le message passe mieux à l'oral qu'à l'écrit, donc je vais essayer de faire passer le mien. Euh, Donc avec un peu de chance, cette vidéo servira à d'autres personnes, soit des personnes atteintes de fibromyalgie, soit des personnes atteintes d'autres handicaps invisibles, ou des proches de personnes atteintes de ce genre de maladie ou syndrome. Donc une chose importante, quand je parle de ma fibro, c'est pour que les gens n'oublient pas que chaque personne est différente face à la maladie, et ce qui est vrai pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc déjà dans la fibro, il y a un bon petit paquet de symptômes, des degrés, on va dire ça comme ça. On peut être atteint de fibro et n'avoir qu'un ou deux symptômes, comme en avoir 15. Donc contrairement à ce qu'on peut croire en me voyant la plupart du temps, c'est qu'on m'a diagnostiqué une forme sévère de fibromyalgie. C'est-à-dire qu'on a coché à peu près tous les symptômes, enfin tous les symptômes ou presque, et ils se font ressentir de façon intense. Donc mon diagnostic a été très long. Avant j'étais principalement caissière, employée commerciale, tout ça. Les symptômes ont commencé à vraiment se faire ressentir alors que j'étais en CDD. Donc des douleurs aux poignets, aux chevilles, comme si je me faisais souvent des entorses sans raison. Quand on est caissière, on manipule beaucoup d'objets, d'articles plus ou moins lourds. Euh, je vais avoir du mal à suivre si j'arrive pas à voir où je suis dans mes notes. Donc voilà, des douleurs aux poignets, aux chevilles. Et j'ai remarqué que dès qu'on appuyait un peu sur ma peau, ça me faisait mal. Donc j'engueulais les gens en leur reprochant d'être bourrins. Parce que j'envisageais pas du tout que ça puisse venir de moi. Pour moi, c'était juste eux qui appuyaient trop fort. Donc, surtout qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça. J'étais même très résistante à la douleur. On aimait bien me mettre à l'épreuve, ça m'amusait. Enfin, voilà, donc je suis vraiment passée du coq à l'âne à ce niveau-là. Et ensuite, les symptômes se sont accumulés petit à petit. Donc, j'ai continué à travailler, enchaîner des CDD. J'ai eu des temps sans emploi et puis après des emplois de plusieurs mois. Et c'est environ un an après avoir signé mon premier CDI que mon corps a lâché pour de bon. Donc j'étais caissière. J'ai commencé par avoir comme des décharges électriques dans les mains, comme des tétanies musculaires, des doigts qui avaient du mal à se plier ou à se déplier. Donc j'ai essayé de travailler avec une attelle au poignet, ce qui pouvait être assez amusant pour une caissière d'ailleurs. Et puis au bout d'un moment, une attelle au poignet, un bras en écharpe parce que il y avait un muscle ou un tendon dans mon épaule qui ne supportait plus le poids de mon bras. Donc voilà, j'étais caissière avec une ceinture pour le dos, une attelle à un poignet et l'autre bras en écharpe. Et le jour où je n'arrivais plus du tout à déplier les doigts de la seule main qui me restait disponible, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop. Donc là, j'ai été voir le médecin en lui disant que j'y arrivais vraiment plus et j'ai accepté l'arrêt de travail qui a duré 6 mois en tout, jusqu'à ce qu'on convienne d'un licenciement. Enfin, ça a été un licenciement pour inaptitude. Depuis, je n'ai plus d'emploi, donc c'était il y a 6 ou 7 ans par là. Autant vous dire que ça me manque, parce que j'aime travailler, j'aime avoir un but, me lever, me sentir utile, gagner un salaire. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, hein, pour les gens qui pensent qu'on ne travaille pas et qu'on se sert de la fibro comme prétexte pour ne pas travailler, ce n'est pas un plaisir, c'est pas agréable de vivre au RSA, de n'avoir aucun but, de n'avoir aucune raison de se lever. Donc non, c'est pas pour le fun que je ne travaille pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu plusieurs fois des médecins où je leur parlais de mes douleurs, des médecins qui me faisaient passer 50 radios, des scanners, toutes sortes d'examens. Donc au bout d'un moment, quand on prescrivait une radio, je la faisais plus.
parce que de toute façon il n'y avait rien sur les radios, je savais que ça n'aboutirait à rien. Et il y a quand même un médecin qui m'a diagnostiqué une épaulalgie quand je suis venue pour me plaindre d'une douleur à l'épaule. Donc pour ceux qui ne savent pas, épaulalgie, ça signifie douleur à l'épaule. Donc vous voyez l'intérêt d'aller voir le médecin. C'était sympa. Et un jour, j'ai enfin trouvé un médecin qui a compris qu'il y avait réellement quelque chose, qui a mis le doigt littéralement sur ce qui n'allait pas. Donc au niveau de la colonne, elle a commencé à appuyer et là sur un point en particulier, j'ai fait un bond tellement j'ai eu mal. D'ailleurs, je viens de me faire mal en appuyant. Et là, elle a vraiment compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Et à force de me voir, d'en parler, de diagnostiquer, quoi, de me consulter, bah, elle a commencé à avoir un doute sur la fibromyalgie. Donc elle a évoqué ça, donc je me suis renseignée sur le sujet. Mais pour moi, c'était pas ça. À force de me renseigner, quand j'ai vu que c'était une maladie qui était à vie et qu'on ne pouvait pas soigner, non, je le refusais en fait. Je préférais me dire que c'était peut-être une sorte, je sais pas, d'inflammation généralisée et qu'on allait pouvoir soigner et que ma vie allait reprendre son cours normalement. Donc je ne croyais pas à la fibromyalgie. Puis j'ai déménagé, j'ai donc vu un médecin pour reprendre mon suivi parce que bah, les douleurs étaient toujours là, tout était là et continuait à empirer. Parce que quand j'ai arrêté mon emploi, que j'étais donc licenciée pour inaptitude, j'ai passé plusieurs mois à l'IT en fait, à ne plus sortir de chez moi, ne plus oser rien faire, parce que je savais que au bout de quelques pages j'allais avoir mal, que j'allais avoir besoin de m'asseoir, voire de m'allonger, donc je n'osais plus rien faire, je me suis complètement renfermée. Puis bon, après j'ai repris un peu du poil de la bête quand même, j'ai commencé à voir un kiné, qui m'a remis sur pied d'ailleurs, un kiné qui était exceptionnel. J'ai encaissé des massages très douloureux, je l'appelais le tortureur. Donc j'ai versé pas mal de larmes pendant les massages, mais je prenais sur moi parce que je savais que ça aboutissait à quelque chose et c'est lui qui m'a permis de me passer des attelles, de reprendre une vie presque normale, on va dire. Donc ensuite j'ai rencontré quelqu'un, j'ai déménagé et j'ai vu un autre médecin et quand on a commencé donc le suivi, je lui ai dit où en était mon dossier. Donc on soupçonnait la fibromyalgie. Et là, donc, il m'a consulté, il a fait un peu une sorte de technique en fait qui consiste à appuyer sur des points stratégiques du corps. Et il m'a dit que c'était évident que j'avais la fibromyalgie. Donc pour lui, il n'y avait pas de place au doute. Donc je suis sortie, j'ai pleuré, j'ai encaissé le coup. Parce que bon, quand on vous annonce que c'est une maladie que vous allez garder à vie et qu'il n'y a rien à faire pour ça, c'est assez dur à accepter. Voilà. Donc ensuite, je me suis rappelé de ce que mon kiné m'avait dit quand il m'a parlé de la première patiente fibro qu'il a eue, qui était une femme qui travaillait, qui allait au travail en vélo, qui s'occupait de ses enfants, qui faisait tout pour que sa vie soit normale et qui s'en sortait pas si mal d'ailleurs. Et non, ça c'était la deuxième patiente. La première en fait c'était une femme qui avait tellement mal qu'il arrive à peine à la toucher, que elle hurlait de douleur. Enfin, pour lui, ça a été un très mauvais souvenir et il en était à se dire qu'il ne voulait plus prendre de patients fibro parce qu'il n'arrivait pas à le gérer. Et ensuite, il a quand même fini par prendre une autre patiente qui est donc celle qui travaillait, etc. Et quand j'ai encaissé le coup donc de la confirmation de la fibro, bah, finalement, je me suis dit, c'est à moi de choisir de quel côté je veux être. Soit celle qui fait sa vie malgré ça, soit celle qui ne la supporte pas. Et c'est bête à dire, mais au final, j'ai fait un choix et je voulais être celle qui vit avec. Donc il m'a prescrit un médicament que finalement enfin, je ne voulais plus prendre. Et je lui demandais de me diriger vers le centre de la douleur. Donc lui n'en voyait pas l'intérêt. Il me disait que puisque j'avais la fibro, il suffisait de prendre tel médicament et que de toute façon il n'y avait rien à faire de plus. Donc j'ai insisté pour avoir cette lettre parce que je ne voulais pas me contenter de ça. Donc j'étais au centre de la douleur. Et là, j'ai été encore vue par plusieurs spécialistes et bah, ça a été des diagnostics flagrants encore une fois. Donc je crois que là-bas c'était donc à l'hôpital de Rambouillet où on m'a confirmé, mais encore une fois sans la moindre hésitation, que j'étais fibro. J'ai pas eu le temps d'avoir un vrai suivi, j'ai eu un rendez-vous avec un hypnotiseur, et, enfin un médecin qui était aussi hypnotiseur. Et j'ai même pas pu commencer les séances d'hypnose parce que j'ai redéménagé pour revenir dans ma ville d'origine, donc Grenoble, où je suis retournée donc au centre de la douleur. Et encore une fois, j'ai revu donc des spécialistes au centre de la douleur parce qu'on est
obligé d'avoir un suivi par des spécialistes si on veut s'en sortir. Et encore une fois, le diagnostic a été évident. Donc j'ai vu encore 2 ou 3 spécialistes, parce qu'en général on voit un médecin spécialisé dans la douleur, mais aussi un psy, médecine du travail, du sport. Enfin, on voit vraiment plusieurs spécialistes différents, et pour chacun, il n'y avait pas de place au doute. J'étais fibro, donc à chaque fois j'ai essayé de me dire non, c'est pas ça. J'ai essayé de trouver des raisons, comme des personnes qui disaient qu'on les avait diagnostiqués fibro, mais qu'en fait c'était pas ça. Et en fait, dans mon cas, c'était tellement évident que finalement, je ne pouvais pas le nier, c'était forcément ça. Et donc, j'ai été admise dans un protocole qu'ils appelaient le protocole Stimalgique, où en fait, je servais en quelque sorte de cobaye. Et c'est là que j'ai été un peu. J'ai fait un réentraînement à l'effort, et que ça m'a permis de reprendre un quotidien plus agréable, on va dire, où j'ai pu refaire des mouvements que je ne pouvais plus faire, comme m'accroupir et me relever, sans avoir besoin de m'appuyer sur quelque chose. Et c'est là aussi que j'ai pu me rendre compte que finalement, on pouvait vraiment vivre avec la fibromyalgie si on a le bon suivi. Donc ça, après, c'est encore une autre histoire. Peut-être que je l'évoquerai dans une autre vidéo, je ne sais pas encore. Ça va dépendre de la demande suite à celle-là, si ça intéresse quelqu'un. Donc au niveau des symptômes, je vais évoquer des symptômes, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup et que tous les symptômes ne me sont pas revenus. Donc je vais évoquer les symptômes qui me sont revenus et qui me concernent. Donc il y a les douleurs diffuses, donc articulaires, musculaires, tendineux. Donc pour moi, par exemple, c'est principalement des douleurs entre le bas du dos et les chevilles. Donc si j'ai une journée où je sais pas, je vais faire le ménage ou quoi que ce soit d'un peu physique, souvent le soir, je ne vais pas réussir à dormir, même si je suis exténuée, je pourrais tomber de sommeil, mais ça me lance en fait entre la cheville et le dos, des douleurs violentes que je ne peux pas gérer. Enfin, j'expliquerai après comment je gère les douleurs, mais quand ça en arrive à ce point, je ne peux vraiment rien faire. Il n'y a que les médicaments forts, donc pour moi la codéine qui me soulage. Ensuite, il y a aussi le bas du dos qui bloque très facilement. Si, pareil, quand je fais du rangement, du ménage, je vais me baisser 2 ou 3 fois pour ramasser quelque chose, même en faisant attention. Bah, la 4e fois, je sens que mon dos va être sur le point de se bloquer, et si j'insiste, je vais me bloquer le dos. Ensuite, il y a les bras et les mains, sachant que ça fait des années que j'ai des tendinites dans les bras qui ne passent pas. Des douleurs que je ne sais pas expliquer. Par exemple, je vais serrer une éponge pour l'essorer, je vais avoir une décharge dans le poignet, voilà, ce genre de choses. Donc ensuite, il y a les brûlures d'estomac. Donc je peux avoir des périodes où j'en aurai pas du tout, et des périodes où pendant plusieurs jours, tous les soirs, je vais avoir des brûlures d'estomac, et j'aurai beau prendre des pansements gastriques, plus Smecta, qui est efficace contre les brûlures d'estomac, plus toutes les techniques qu'on veut. Les brûlures sont parfois trop violentes, et la seule solution c'est de rester assise. Donc quand j'essaye de dormir, donc encore une fois, même si je suis exténuée, qu'il est 5 h du matin, que je commence à vraiment tomber de fatigue, je suis obligée de m'asseoir, sinon je vais vomir à cause des brûlures d'estomac. Donc il y a les troubles du sommeil, tout simplement, ou même épuisée, je ne dormirai pas. Même si j'ai fait une nuit blanche la nuit précédente, voire 2, il peut m'arriver de ne toujours pas dormir la nuit d'après, ou m'endormir vers 6, 7 ou même 9 h du matin. Des douleurs dans le ventre, donc ça n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Les troubles digestifs, pareil, c'est super glamour, donc pas besoin de rentrer dans les détails non plus. Ensuite, il y a des fourmis, des engourdissements. Donc souvent quand j'ai le bras plié, bah, il y a un moment où je ne sens plus mon petit doigt, où il s'engourdit, j'ai des fourmis, ou dans tout le bras, voilà. Donc des tremblements. D'un coup, je vais me rendre compte que je tremble, que je me sens très faible, les jambes qui flageolent, je vois mes mains qui tremblent sans savoir pourquoi. Parfois, le fait de manger, même si je n'ai pas faim, mais le fait de manger, ça atténue, mais pas à chaque fois. Il y a une hypersensibilité à tout, en fait. Le bruit, la lumière, tout ça. Moi, c'est particulièrement le bruit, les cris, les bruits assez stridents. Le moindre bruit comme ça, en fait, peut me provoquer des maux de tête. J'ai l'impression qu'on me perce les oreilles. Ensuite, la lumière, le soleil, je supporte assez mal, les phares des voitures. Donc voilà, tout ce qui est bruit, lumière, c'est chaque personne, fibro ou autre, va avoir une sensibilité différente. Moi, c'est comme ça. Donc il y a même des effleurements douloureux. Alors ça peut paraître bizarre,
Mais selon, enfin, il va y avoir des moments où juste le fait de passer sa main sur mon bras sans appuyer, ça va me lancer dans le muscle en fait. J'ai du mal à expliquer, mais comme si le muscle se contractait, ça me fait mal. Voilà, je pourrais pas l'expliquer mieux que ça. Ensuite, il y a des problèmes de préhension, ou, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, du mal à attraper ou tenir un objet. C'est-à-dire que je vais prendre un objet et soit je vais le lâcher, soit enfin, j'aurai l'impression de devoir serrer très fort pour le prendre. Donc il y a des migraines, j'ai très facilement des migraines. Une hypersensibilité accrue. Donc c'est que déjà à la base je suis hypersensible. Je peux pleurer devant je sais pas, je regarde beaucoup Disney Channel et je pleure vraiment pour des broutilles déjà de base. Je suis hypersensible et avec la fibromyalgie c'est accentué. On m'avait expliqué que le cerveau a deux zones. Une zone qui, enfin deux zones, il y en a plein, mais il y a une zone qui gère la douleur, une zone qui gère les émotions, et qu'en fait, à force de gérer les émotions au quotidien, tout le temps, on n'a plus de place, non, à force de gérer les douleurs au quotidien, pardon, on n'a plus de place pour gérer les émotions. Donc, je peux pleurer très facilement, mais encore pire que la simple hypersensibilité, ça peut être l'énervement, la frustration, la tristesse, la joie. Je vais vraiment pleurer pour rien. Ensuite, il y a des sensations de piqûre, comme si on plantait une aiguille. Donc ça va de l'aiguille, la petite aiguille à coudre à l'aiguille à tricoter, selon l'intensité de la douleur. Des douleurs au toucher. Donc quand on appuie simplement, comme je le disais tout à l'heure, on fait mal, surtout par exemple au niveau de la clavicule, des côtes, à côté des genoux. Donc par exemple quand on met le soutien-gorge, donc les femmes comprendront, quand on fait juste ce mouvement pour remettre le soutien-gorge, il m'arrive très souvent de me faire mal, mais comme si vraiment j'enfonçais mon doigt dans un bleu. Et la douleur reste un moment. Donc c'est quand on veut jouer, je sais pas, je joue avec mes neveux, avec quoi que ce soit, bah, ils doivent comprendre en fait qu'il faut faire attention. À chaque fois, c'est attention avec tata, faut pas y aller trop fort. Donc c'est assez frustrant. Moi qui suis assez. J'aime bien jouer un petit peu à tout ce qui est bagarre, un peu. Voilà, chahuter avec les gosses, bah, je dois faire super gaffe. Donc, un truc très handicapant, ce sont les troubles cognitifs. Euh, je n'ai pas de mémoire, mais c'est impressionnant. Les gens ont souvent l'impression que je fais exprès, que j'en rajoute, que voilà, mais non, ce sont des troubles de la mémoire qui sont très très importants. Donc parfois on se retrouve dans des situations où on se sent bête, mais vraiment, à demander de répéter un truc qu'on nous a dit mais une minute avant, ou enfin, c'est assez difficile à expliquer, mais voilà. Et des troubles de la concentration aussi. Une personne, je vais parler avec quelqu'un, puis la personne, au bout d'un moment, je la regarde, je l'écoute, puis au bout d'un moment, je dis je suis désolée, mais il va falloir me répéter tes 3 dernières phrases. Parce que je ne sais plus, j'ai décroché. Donc il y a la fatigue. Après, c'est plutôt évident, puisqu'on dort mal. Parce que oui, alors, il y a les troubles du sommeil, mais aussi le fait qu'on n'a pas ou peu de sommeil réparateur. Donc quand on se réveille, enfin quand je me réveille en tout cas, je me sens encore fatiguée, exténuée, je dois prendre sur moi pour me lever, même si j'ai passé 10 heures à dormir, on va dire. Parce que je passe jamais vraiment 10 heures à dormir, mais voilà, je ne récupère pas en fait, même quand je dors, je ne récupère pas. Donc après, dans les symptômes, il y a l'irritabilité et l'état dépressif. Pour moi, c'est plus des conséquences que des symptômes, dans la mesure où bah, n'importe qui ne dort pas, qui a mal et qui est tout le temps fatigué, bah, ça rend irritable et ça peut entraîner un état dépressif. Je pense que c'est un peu normal. Et je dis état dépressif parce que autant il y a des personnes qui vont faire une dépression à cause de la fibromyalgie, autant il y a l'état dépressif, donc comment l'expliquer, cette envie de pleurer tout le temps, cette perte de motivation, de courage, cette sensation de tristesse, des périodes où on est tout le temps comme ça, mais sans être réellement dans une dépression. Donc ce qui est plutôt mon cas, je ne pense pas être dépressive. Mais il y a des périodes où, particulièrement si je suis en période de stress, comme en ce moment où j'ai pas mal de choses à gérer, je vais encore plus pleurer. En fait, l'image que je donne, c'est que à tout moment, il suffit que c'est comme si je retenais une vanne et qu'il me suffisait de la lâcher pour pleurer. J'ai même plus besoin d'une raison pour ça. Donc pour moi, c'est plus un état dépressif. Donc voilà, c'est une liste de symptômes non exhaustive, puisque c'est la mienne, dans le sens où ce sont des symptômes qui me concernent.
qui sont des symptômes fibromyalgiques, mais que toutes les personnes fibro ne les ont pas forcément. Il y en a qui ont aussi d'autres symptômes, donc voilà, c'est une liste non exhaustive qui me concerne. Et j'ai pu en oublier certains parce que, bah, vous savez, les troubles de la mémoire. Donc, avec tout ça, il y a des choses que je ne supporte pas. Et une chose qui est très importante pour moi d'évoquer parce que forcément, en dehors de la fatigue, de la douleur, de tout ça en fait, il y a le regard de l'entourage. Et ça, c'est la chose la plus difficile à gérer. C'est le sujet qu'on aborde en général avec une petite boule là, parce que c'est ce qui nous fait le plus souffrir. Enfin, je dis nous parce que c'est mon cas et c'est le cas d'autres personnes avec qui j'en ai parlé. Que ce soit des personnes fibro, des personnes qui ont un handicap, un autre handicap, une maladie invisible. Et c'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent parce que les personnes vont essayer de comprendre parfois quand on leur dit, mais en essayant quand même de relativiser, de minimiser parce que c'est très difficile à comprendre. Donc dans les choses que je ne supporte pas, il y a les phrases du genre il faut te bouger, il faut te motiver. Ces personnes-là, j'ai juste envie de leur dire tous les jours je me bouge, tous les jours je me motive. Dès que j'ouvre les yeux, c'est un effort. Je prends sur moi, ne serait-ce que pour poser un pied par terre. Parce qu'une personne qui ne se bouge pas, qui ne se motive pas avec la fibro, bah, en fait, elle se retrouve alitée, elle se retrouve sous antidouleur. Parce que c'est la seule chose qui soulage. Sauf que les antidouleurs, il y a un moment où la douleur prend le dessus, donc il faut augmenter les doses. Mais la douleur reprend toujours le dessus, donc on finit sous morphine et alité et à souffrir quand même. Donc une personne qui te dit qu'elle a une fibromyalgie sévère et qu'elle est debout quand même, enfin si elle est debout quand même devant toi en train de t'en parler, rien que ça prouve qu'elle se bouge en fait. C'est suffisant pour te faire comprendre qu'elle se bouge et qu'elle est motivée. Je ne dis pas que les personnes qui sont alitées et sous antidouleur sont des personnes pas motivées ou qui ne se bougent pas. Ça peut aussi être des personnes qui n'ont pas eu le bon suivi, qui n'ont pas de soutien et qui n'ont, je sais pas la force physique ou de caractère pour s'en sortir. Ça demande beaucoup d'efforts et le soutien joue énormément dans la façon dont on le vit. Et je suis très bien placée pour le savoir parce que j'ai vécu avec une personne qui ne me soutenait pas du tout. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui me soutient et la différence, c'est très flagrante. Très flagrante. Je ne sais même pas si ça se dit. On va dire que oui. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on me mette sur un piédestal parce que il y a les personnes qui ne comprennent pas ce qu'on vit, mais il y a les personnes qui nous idéalisent et qui pensent que, enfin, qui nous disent qu'on est très courageux, qu'on est des battants, qu'on est mais non, on n'est pas, enfin pour moi on n'est pas non plus hyper courageux ou débattant, on a juste un fardeau, comme tout le monde en fait. Chacun a un fardeau et ça peut être une maladie, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être une situation, enfin chacun a son fardeau et chacun le surmonte comme il le peut et pour moi c'est pas forcément une preuve de courage et on ne mérite pas forcément d'être mis sur un piédestal ou d'être plus valorisé qu'une autre personne. Pour moi, j'ai juste besoin d'être comprise, de ne pas être jugé, mais pas d'être mis sur un piédestal parce que quand on fait ça, j'ai juste envie de minimiser en fait et de faire redescendre bah, mon piédestal en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'on me voit comme quelqu'un de supérieur entre guillemets parce que c'est ce que m'ont fait ressentir certaines personnes et elles sont adorables parce que c'est une façon d'exprimer un soutien, c'est une façon oui, de me soutenir dans tout ça. Mais quand on me dit ce genre de choses, quand on me dit je t'admire ou t'es une battante ou ce genre de choses, bah ça me met mal à l'aise. Parce que c'est comme si la personne disait que j'étais plus forte qu'elle ou plus... Je ne sais pas comment dire en fait, mais voilà. J'ai l'impression qu'on me met sur un piédestal qui n'est pas mérité alors que je suis juste une personne qui porte son fardeau, comme n'importe qui porte un autre fardeau. Euh, le Une chose qui est très difficile, c'est quand on me fait culpabiliser, en me disant ou en me faisant comprendre que si j'en suis là, c'est parce que je me laisse aller. Donc ça va avec le il faut te bouger, te motiver, mais là ça va un peu plus loin. C'est quand on n'est pas bien et puis qu'on me fait comprendre ouais non mais ça c'est parce que tu fais pas ceci ou parce que tu fais pas cela. Et c'est surtout pour les troubles du sommeil que j'ai affaire à ça. Quand on me dit
oui, non, mais quand tu vas te coucher, alors il faut pas d'ordinateur, il faut pas de téléphone, et puis il faut faire ceci, et puis il faut faire cela, et puis il faut te coucher à telle heure, et puis... Et quand je leur explique que j'ai déjà essayé, oui, mais c'est parce que t'as pas fait ci, c'est parce que t'as pas fait ça, ou eh ben, il faut que tu te forces à te lever à 9 heures du matin, et que toute la journée tu fasses quelque chose, que tu ne dormes pas, et comme ça le soir tu dormiras. J'ai essayé, plusieurs fois. Alors quand on s'endort à 6 heures, se lever à 9 heures, c'est une torture, mais particulièrement quand on a tous ces symptômes. C'est-à-dire que je me lève quand mon corps est capable de se lever. Sinon, bah, je vais avoir des migraines, des nausées, je vais avoir du mal à marcher. Au réveil, descendre des escaliers, pour moi, c'est une torture, ça me fait mal partout. Donc quand j'arrive là, maintenant que j'habite dans une maison où je dois descendre un étage dès que je me lève, il faut que je me prépare psychologiquement. Donc se lever tôt pour pouvoir se coucher tôt, ça ne marche pas. Parce qu'en plus, comme je le disais tout à l'heure, il m'est arrivé de faire des nuits blanches et de ne pas dormir quand même après. Ou de m'endormir très tard, comme 5, 6 ou 7 heures du matin. Il y a des périodes où ça va un petit peu mieux. J'ai essayé des somnifères, j'ai essayé des trucs à base de plantes, j'ai essayé Xanax. Des choses qui fonctionnaient pendant un temps et qui finissaient par ne plus fonctionner. Un peu comme les antidouleurs ou les douleurs reprennent le dessus, là c'est un peu pareil. Mais là en plus, il y a des effets secondaires, c'est-à-dire qu'on finit par s'accoutumer, par ne plus pouvoir se passer du médicament, du traitement. Et par exemple, le Xanax, quand je l'ai arrêté, enfin je le prenais pendant quelques jours, et il y a pas si longtemps, je l'ai pris pendant 12 jours je crois. Et quand j'ai arrêté de le prendre, je ne pensais pas que ça me ferait ça, mais le lendemain soir, j'ai fait une crise d'angoisse. Parce que le Xanax, justement, c'est quelque chose pour les angoisses, toutes ces choses-là. Et j'ai fait une crise d'angoisse où vraiment je me suis mise à avoir envie de pleurer, à me sentir... ouais, enfin, je sais pas si on peut expliquer vraiment une crise d'angoisse, mais voilà. Donc à partir de là, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit qu'effectivement, ça pouvait être le fait d'avoir pris Xanax pendant plusieurs jours et de l'avoir arrêté. Donc à partir de là, je vois pas l'intérêt de continuer à prendre ces choses-là. Euh, donc une autre chose qui est difficile, c'est de savoir quand on a mal, si c'est une douleur, fibro ou autre. On a tout le temps mal. Je suis sur une... En fait, on nous fait noter la douleur sur une échelle de 1 à 10, enfin de 0 à 10. Donc 0 étant la moins grosse douleur et 10 la plus forte. Et je suis, en général, quand je dis que je vais bien, donc quand j'ai pas de douleur, entre guillemets, c'est que je suis à minimum 2 et maximum 4, on va dire, sur un fond de douleur entre 2 et 4, tout le temps. Donc faut partir du principe que ce qui est 0 pour une personne normale, moi c'est entre 2 et 4. Donc avec ça, il y a des pics de douleur, des moments où on se met à avoir mal à 6, 7, 8, voire 10 sur 10. Et il y a des douleurs tellement différentes, des douleurs où ça va être un muscle qui va lancer, une douleur articulaire, qu'au final, on peut avoir mal à cause d'autre chose que la fibromyalgie, parce qu'on est quand même humain, on fonctionne de la même façon, mais on ne sait pas. Donc on va voir un médecin en se disant, bah, il va peut-être me dire que c'est juste la fibro en fait. Et c'est frustrant. C'est frustrant, énervant, parce que du coup, quand j'ai mal, je ne vais plus voir le médecin, parce que je me dis, après tout, c'est sûrement la fibro. Sauf que parfois, non. C'est ce qui fait que j'ai passé plusieurs années avec des douleurs dans les oreilles, où on me disait non, mais ça arrive à tout le monde. Et que récemment, après un choc à l'oreille, j'ai été voir le médecin. Et il m'a dit qu'en fait, j'avais une otite interne et externe. Et que les douleurs que j'avais régulièrement, c'était des sortes de... comme un fond d'otite en fait, qui se répétait, qui revenait régulièrement. Donc on ne sait plus si on doit aller voir le médecin ou pas, on ne sait plus si c'est la fibrose, si c'est autre chose. Donc ça ajoute un peu à la frustration, à l'irritabilité, à tout ça, parce que on n'ose presque plus exprimer des douleurs, parce que on sait même plus si ça vaut le coup en fait. Si ça vaut le coup entre guillemets, parce que... Euh, une chose qui est très pénible, donc avec l'entourage, c'est que si je ne dis rien, c'est que je vais bien. Donc si je vais bien, pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi je ne fais pas ceci? Pourquoi je ne fais pas cela? Mais si je m'exprime, je ne fais que me plaindre. Du coup, il est où le juste milieu? Et en fait, je ne blâme même pas les gens, parce que j'essaie de me mettre à leur place,
Et la fibro, pour la comprendre, faut la voir. Mais c'est quand même hyper frustrant. Et je me rappelle d'un événement particulier où c'était mon neveu qui avait un petit peu bu, donc on rigolait, enfin, il était dans un état un peu d'euphorie où il nous aimait tous et tout ça. Et il s'est mis à nous imiter un par un. Et quand il m'a imité moi, alors à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais la fibro. Et quand il m'a imité, c'était oh là là, j'ai mal ici, oh j'ai mal là, oh j'ai ceci, j'ai cela. Voilà comment il m'a imité. Et ça m'a fait mal. Donc j'ai un peu rigolé parce que oui, effectivement c'était moi, mais ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit, c'est ça qu'on voit. Et ce jour-là, ça m'a mis une claque et je me suis dit, il faut que j'arrête de me plaindre, faut que j'arrête d'exprimer mes douleurs. Sauf que ça n'empêchait pas les douleurs d'être là et que le fait de les refouler, pour moi, ça ne fait que les empirer. Donc je ne les exprime pas jusqu'à un certain stade où quand j'arrive à un certain stade de la douleur où j'ai vraiment très mal, là je vais avoir besoin d'exprimer. Mais en général, ce sera avec mon conjoint parce que le reste de l'entourage ne peut pas me comprendre comme lui me comprend, donc je prends sur moi. Et j'essaie de sourire parce que si je ne souris pas, on comprend que quelque chose ne va pas, donc je vais devoir expliquer, donc ça me gonfle en fait. Le truc aussi, enfin, un des trucs qui m'énerve profondément, c'est les conseils qu'on nous donne. En fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est fais ceci, fais cela, pour tel problème, il y a telle solution. Euh, Ça fait à peu près 10 ans que j'ai la fibromyalgie. Ça fait, je crois, 4 ans, 4-5 ans qu'on me l'a diagnostiqué. Donc vous vous doutez que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé tout ce que je pouvais essayer, tout ce qui était à ma portée. Donc si aujourd'hui je dis j'ai du mal avec ceci, j'ai du mal avec cela, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut juste se mettre en tête que les solutions, on les a eues à un moment donné, mais ça ne fonctionne pas. On souffre et c'est tout. Et parfois on a juste besoin de l'exprimer et on a juste besoin d'être soutenu. Pas qu'on s'apitoie sur nous parce que ça ne nous fait pas avancer, mais juste de sentir qu'on nous comprend ou qu'on essaye de nous comprendre et qu'on ne nous juge pas. C'est tout. Et quand on ne voit pas à quel point... Oui. Alors, c'est... Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Quand on ne voit pas à quel point j'ai repoussé mes limites et qu'on pense que j'ai juste la flemme. C'est-à-dire que... On ne me le dit pas forcément, mais c'est un ressenti que j'ai ou des insinuations qu'on fait. Ou par exemple je mange chez quelqu'un et que si je suis en forme, normal, après le repas, je vais aider à débarrasser, je vais... voilà, ce qu'on fait normalement quand on est invité à manger quelque part, on aide. Mais il y a des fois où je ne dis rien. Pendant le repas, je ne vais pas forcément m'exprimer, mais je vais arrêter de manger pendant un moment parce que le fait de tenir la fourchette me fait mal. Ou la position assise commence à me faire très mal dans le bas du dos, ou j'ai la cheville qui lance, ou comme je disais tout à l'heure, entre la cheville et le dos, une douleur qui arrive. Et dans ces moments-là, je suis très occupée à gérer la douleur, à essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas, et à juste la supporter en fait. Et du coup, au moment de débarrasser, je n'arrive même pas à me lever. Et du coup, les gens pensent que je suis juste assise en mode oh, j'ai bien mangé, puis j'ai plus envie de bouger en fait. Mais non, je suis hyper frustrée de ne pas aider parce que je me sens comme un boulet qui laisse tout le monde tout faire, alors que non, je voudrais aider, mais je n'y arrive pas. Et les gens ne le disent pas forcément, ou alors parfois il y a des petites insinuations. Quand avant le repas par exemple, je dis est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose, et qu'on me dit non, non, ça va, et puis quelqu'un dit t'inquiète pas, tu pourras aider à débarrasser. Sous-entendu que je ne le fais pas à chaque fois. Et ça fait mal, ça fait très mal parce que c'est pas volontaire, et dans ces moments-là, enfin, ça peut paraître bête, mais on ne peut pas dire tu sais, si j'aide pas, c'est parce que j'ai mal, parce que les gens n'y croient pas. Les gens pensent vraiment que c'est un prétexte et que on va souvent nous dire non mais il faut prendre sur soi, hein, tu sais, des douleurs, tout le monde en a, il faut prendre sur soi. Mais je prends sur moi constamment. Pour venir, j'ai pris sur moi. Pour me lever, j'ai pris sur moi. Pour me doucher, j'ai pris sur moi. Donc si à un moment donné je dis que je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est que ça atteint un stade où je ne peux plus prendre sur moi. Mais ça, c'est surtout les personnes qui sont de la vieille école, c'est très difficile à faire comprendre. Je déteste aussi qu'on me compare à d'autres personnes fibro. Euh, Pas dans le sens où on me dit ah bah tiens, je connais quelqu'un d'autre qui a la fibro, et c'est vrai que non, là ça va, on parle d'une autre personne, oui, tu me parles d'une expérience que tu as eue, d'une personne que tu as connue, il n'y a pas de souci, si tu vas avoir une autre version, j'en parle volontiers. Mais quand on me dit non mais tu peux pas te bouger, moi je connais une autre personne qui est fibro, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, hein, elle en fait pas toute une histoire. Ces personnes-là pensent que quand on connaît une personne fibro,
on connaît la fibro. Mais non, c'est ce que j'arrête pas de dire. Il y en a qui vont avoir un symptôme, il y en a qui vont en avoir 2, 3, 15. Je fais partie des personnes qui ont presque tous les symptômes de façon sévère. On m'a diagnostiqué une fibromyalgie sévère. Donc j'ai presque tous les symptômes, ils sont très prononcés. C'est quand j'ai mal, j'ai très mal. Quand je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Et je fais partie des personnes qui devraient, entre guillemets, être sous antidouleur constamment. Mais j'ai une autre façon de gérer la douleur et une volonté, entre guillemets, qui fait que je ne suis pas sous antidouleur. Mais ça n'empêche pas que j'ai une forme sévère de fibromyalgie. Donc, qu'on me compare à d'autres personnes fibro, c'est très énervant. C'est pas parce que j'ai beaucoup de volonté, c'est pas parce que je refuse d'être alitée que je ne mérite pas qu'on prenne en considération ce que je vis. Donc, ensuite, il y a l'hyperactivité mentale. Enfin, moi, j'appelle ça l'hyperactivité mentale. J'invente peut-être des termes, hein, je sais pas. Je le fais tout le temps de toute façon. Mais en gros, je me sens hyperactive. J'ai envie de faire plein de choses. Même quand je regarde un film, il faut que je fasse autre chose en même temps. J'ai beaucoup de mal à me poser, mais mon corps ne suit pas. J'aimerais faire plein de choses, mais je ne peux pas. Du coup, il y a une hyperactivité qui se développe dans ma tête et qui est très dure à gérer. Donc je pense que ça joue aussi sur les troubles du sommeil au final. Cette expression avoir toujours un pet de travers, je la déteste parce qu'en fait elle me correspond beaucoup. Parce que quand on a la fibro, on a toujours un pet de travers, on a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est tellement péjoratif quand on dit ça en fait, avoir toujours un pet de travers, c'est très péjoratif. Et du coup je déteste cette expression parce que finalement c'est ça la fibro. Euh, j'ai eu affaire à un médecin, là où je vis actuellement, qui m'a accueilli au premier rendez-vous quand je lui ai dit que je venais le voir parce qu'il me fallait un médecin traitant pour mon suivi pour la fibromyalgie. Donc il m'a accueilli en me disant, pour moi la fibro ça n'existe pas, c'est dans la tête. Là, on a envie de lui faire une clé de bras, de l'attraper pour les cheveux, par les cheveux, et de lui faire manger le mur. Alors oui, c'est violent. Mais quand on passe des années à avoir mal, à se battre pour tenir debout, et qu'on nous balance ça, ça passe très très mal. Je faisais beaucoup de roller. J'ai des passions que je mets de côté ou que je diminue, comme la musique. J'avais commencé la guitare, aujourd'hui c'est la basse et je suis très limitée à cause des douleurs. Le dessin, parce que tenir un crayon me fait vite mal, donc écrire, avant quand j'écrivais mes CV, j'écrivais tout à la main, ça me détruisait les mains. Donc le dessin, le roller, je peux plus faire de patins à glace parce que les patins me font mal. On peut me mettre n'importe quel patin, ça me fait mal. Le bowling, j'adore ça, mais je ne peux plus en faire parce que le poids de la boule, au niveau des épaules, je peux même pas terminer une partie. Ce sont des choses que j'adore et que je ne fais plus. Quand c'est du cinéma, quand c'est dans la tête, on arrête de faire les choses qui nous embêtent, mais les choses qu'on aime, on les fait quand même, puisqu'on les aime. On va pas faire semblant pour ces choses-là. Moi, ça fait plein de choses dont je me passe parce que ça me fait mal, parce que mon corps ne peut plus. Donc me dire que c'est dans la tête, non, vaut mieux éviter de me dire ça en fait. Surtout si je suis là devant la personne, parce que ça peut vraiment créer une petite bagarre. Quand on nous dit qu'on s'écoute trop, ça on me l'a dit longtemps quand j'avais mal, on me disait tu t'écoutes trop, tu t'écoutes trop. Donc j'ai arrêté de m'écouter. Je me suis dit après tout, si tout le monde me dit ça, c'est que je m'écoute trop. Donc je ne m'écoutais plus, j'ai laissé passer et c'est comme ça que j'ai fini alitée pendant plusieurs mois parce que j'ai été trop loin, parce que j'ai trop poussé mon corps. Donc non, on ne s'écoute pas trop, au contraire. Donc voilà, c'est un petit... Après voilà, le pire, vraiment la pire chose, ce que je supporte le moins et ce qu'en général les gens supportent le moins dans les maladies, les handicaps invisibles, c'est l'incompréhension et le jugement. Alors l'incompréhension, on ne peut pas en vouloir parce que c'est normal de ne pas comprendre ce qu'on ne vit pas, mais les personnes qui n'essayent pas de comprendre et qui nous jugent, qui pensent tout savoir, qui pensent savoir mieux que nous ce qu'on devrait faire, ce qu'on vit. Il faut simplement se dire que quand on ne vit pas la même chose qu'une personne, on n'est pas apte à la comprendre. On peut essayer, on peut comprendre certaines situations, mais en tout cas on ne peut pas la juger. À la limite dire je ne comprends pas donc je ne peux rien dire, pour moi c'est tout à fait acceptable, mais juger la personne ça ne l'est absolument pas.
et que ce soit la fibromyalgie, la dépression, l'endométriose, il y a plein de choses, plein de maladies, de handicaps invisibles, j'en oublie plein parce que je ne suis pas docteur, je ne les connais pas, mais ne jugez pas ces personnes, ne jugez pas ce qu'elles vivent et leur comportement, leurs réactions. Vous voyez une personne fibro, vous allez appuyer sur son épaule, sur son bras pour lui dire hey, je suis là. Elle va peut-être vous engueuler, vous crier dessus en disant oh vas-y doucement, tu fais mal. Vous allez dire oh t'exagères là, j'ai rien fait, c'est, enfin t'abuses. Non, c'est juste que elle, ça lui fait mal. Et ça, on l'applique à tout en fait. Ne pensez pas que parce qu'une personne réagit différemment de vous, elle réagit mal. Elle est juste différente. Donc je vais arrêter là parce que ça fait déjà 40 minutes. Il y a encore beaucoup de choses à évoquer. Donc si jamais vous avez des questions ou des réactions ou des témoignages, n'hésitez pas à les faire. Que ce soit une vidéo pour témoigner vous-même, pour reprendre ce que j'ai dit parce que soit vous n'êtes pas d'accord, soit parce que vous le vivez autrement, on peut en parler aussi. Si vous avez donc des questions à me poser, vous pouvez me les poser en commentaire sur YouTube. Je ferai, s'il y en a, je ferai sûrement je ferai une autre vidéo pour répondre aux questions, pour évoquer ce que je n'ai pas pu évoquer dans celle-là. S'il n'y a pas de questions, peut-être que j'en referai quand même une pour évoquer le reste. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté des réponses. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas une vidéo pour me plaindre, pour qu'on s'apitoie sur moi, c'est vraiment une vidéo pour partager une expérience, pour ouvrir un peu les yeux sur ce qu'est la fibromyalgie, sur ce qu'on peut ressentir, pas sur ce que tout le monde ressent, puisqu'on n'est pas tous pareils. Donc voilà, pour vous aider à comprendre, et pour ceux qui sont atteints de fibromyalgie et autres handicaps invisibles, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, qu'on est plusieurs dans ce cas, et qu'on peut se soutenir, que la vie est belle, on peut en profiter, il faut juste avoir trouvé le soutien là où il est, se serrer les coudes et savoir sortir, s'éloigner de ce qui est toxique de nos vies et juste se concentrer sur le bon et se rendre compte que les maladies, les handicaps sont difficiles à gérer mais ils ne nous empêchent pas de vivre. Donc il faut rester quand même sur une note positive parce que malgré tout je suis heureuse, j'ai des passions que je vis pleinement, j'ai beaucoup de raisons d'être heureuse et la fibromyalgie c'est juste mon fardeau comme il y a d'autres fardeaux. Donc n'hésitez pas à réagir, que vous soyez d'accord ou non, que vous ayez des questions ou quoi que ce soit. Et merci à ceux qui auront pris le temps de regarder cette vidéo. Bye.